Avant. Écoutez, bienvenue pour cette première séance de notre séminaire sur les méthodes mixtes qualitatives et quantitatives. On a décidé de travailler sur ce sujet puisque ça devrait être un de nos thèmes pour notre prochain quadriennal dans 2 ans. Donc on profite des quelques années avant notre prochaine évaluation pour essayer de réfléchir sur les concepts à utiliser pour nos recherches. Donc pour une fois, on a le temps de brasser des idées et puis d'essayer de voir s'il y a des pistes qui pourraient être pertinentes ou pas. Alors la séance de ce soir sur la question des mots et des nombres dans la recherche en psychiatrie, c'est un petit travail que l'on mène en collaboration avec Anne Fagot-Largeau et Anne Reva-Lévy, qui avait fait l'année dernière un séminaire sur les méthodes qualitatives. Voilà. Alors, à l'origine, il y a le constat évident qu'en psychiatrie, il y a une tension ancienne entre les recherches littéraires et puis les recherches scientifiques. Entre les travaux de Freud, qui sont essentiellement sous forme littéraire, et puis les débuts de la psychologie comportementale, puis cognitive, puis les neurosciences qui sont essentiellement quantitatives. Alors, donc il y a ces tensions. Alors, est-ce que ces tensions sont purement méthodologiques, épistémologiques, ou est-ce que ce sont tout simplement des espèces de confrontations d'écoles, de représentations incompatibles, et que voilà, ça ne serait que politique, quoi. Voilà comment se pose la question. Alors, bien sûr, cette question ne se pose pas que en psychiatrie. Il y a eu aux États-Unis une tension entre les recherches qualitatives et les recherches quantitatives, et du temps où George Bush était président des États-Unis, il y a eu un mouvement néoconservateur anti-recherche qualitative, avec une espèce de position épistémologique disant que ces travaux étaient absurdes, ne relevaient de rien, n'avaient aucun sens et ne devaient plus être financés. L'idée étant bien sûr que la plupart des chercheurs qui font des recherches qualitatives sont démocrates. Donc, et ça, ça infiltre toujours, toutes ces espèces d'idéologies infiltrent les positions épistémologiques. Et donc les chercheurs des sciences qualitatives ont beaucoup écrit sur ce sujet. Et je vais commencer par un article qui est paru en 1996, The Epistemology of Qualitative Research, par Becker, qui reprend plusieurs points qui sont censés opposer les recherches qualitatives aux recherches quantitatives. Alors, premier point, les recherches quantitatives ont une approche positiviste et postulent qu'il existe une réalité qu'elle peut être étudiée, alors que les recherches qualitatives sont dites post-positivistes, où le statut de la réalité est quelque chose de compliqué et où, en tout cas, si elle existe, elle ne peut être qu'approchée. On ne peut jamais capturer la réalité elle-même. Alors bon, on peut s'arrêter 30 secondes là-dessus. Alors en psychiatrie, la réalité du sujet pensant, si la psychiatrie c'est la spécialité médicale qui s'intéresse au sujet pensant, essentiellement, le caractère de la réalité du sujet pensant est une vraie question épistémologique. Et puis c'est difficile d'être positiviste avec un sujet pensant. C'est difficile. C'est sûr qu'on peut approcher le sujet pensant, mais imaginez qu'il existe une réalité du sujet pensant et que cette réalité qu'on peut y accéder, c'est un postulat très fort. Alors on pourrait dire que les neuroscientifiques ont une approche positiviste où il y a une réalité, mais c'est toujours pareil, le neuroscientifique, on y reviendra, quand on dit ça, on dit qu'il s'intéresse au cerveau, on ne dit pas qu'il s'intéresse au sujet pensant. Donc, il y a toujours un distinguo entre les deux qui pose toujours un peu problème. Donc la plupart en tout cas en pratique, nous les recherches qu'on fait, en épidémiologie, en recherche clinique, avec des questionnaires, qui sont pourtant des recherches quantitatives, j'ai pas l'impression qu'on ait la prétention de capturer la réalité du sujet pensant. C'est dans la tête de personne. Donc du coup, ce premier argument, moi je le sens pas c'est un argument important, le statut de réalité de l'objet d'étude, c'est quelque chose d'important, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait dans notre pratique de recherche
qu'il y ait un clivage comme ça qui soit très net entre ce qui est quantitatif et qualitatif. Alors après, il y a les recherches quantitatives conduisent à un savoir reliable. Alors reliable, vous savez, ça se traduit pas tellement en français, c'est un savoir fiable, précis, dur, quoi. Donc les recherches quantitatives, c'est un savoir reliable et objectif. Alors que les recherches qualitatives captureraient finement le point de vue du sujet. Alors là aussi, on n'est pas trop d'accord. Les recherches quantitatives conduisent-elles à un savoir objectif? Alors souvent, on a eu l'objet d'en discuter. On peut quantifier la subjectivité. En psychiatrie, on fait ça plein de fois. Quand on évalue un antidépresseur, il y a des échelles qui sont des échelles de mesures subjectives. Puis deuxième point, est-ce que toutes les mesures quantitatives sont fiables? Ben, la réponse est non, bien entendu. En médecine, la plupart des mesures sont objectives et ne sont pas fiables. La tension artérielle et tout ça, ça n'est pas fiable. Mesure au brassard, etc. Ça, c'est un fantasme. Il y a beaucoup de chercheurs qui n'ont jamais fait de recherche quantitative ont le fantasme que les mesures quantitatives, que les recherches quantitatives s'appuient sur des mesures fiables. En général, ça n'est pas vrai. C'est vrai chez les physiciens. Mais en dehors de la physique, c'est assez faux. Alors que les recherches qualitatives capturent finement le point de vue du sujet, c'est vrai. C'est vrai, mais est-ce qu'on ne pourrait pas capturer de façon quantitative finement le point de vue du sujet? C'est gonflé de dire que c'est pas possible. Et les travaux que fait Jean-Michel Turin dans le réseau d'évaluation des psychothérapies, on a exactement ça. Hein. Quand on regarde le PQS, donc cet instrument qui évalue les modalités d'une psychothérapie, qu'elle soit psychodynamique, interpersonnelle ou cognitivo-comportementale, c'est extrêmement fin. Il y a 100 items qui détaillent précisément l'attitude du patient, l'attitude du thérapeute et l'attitude de la dyade. Et quand on répète ça à chaque séance, on capture finement le point de vue du sujet, du médecin et des deux. Alors on peut dire que ça n'est jamais aussi fin qu'un corpus enregistré, tout ça pendant 3 heures, mais on ne dit pas non plus qu'un corpus qualitatif doit durer 3 heures. On peut faire un entretien de 10 minutes, hein, et puis il y a des gens qui font ça, et c'est quand même qualitatif. Alors après, les recherches quantitatives conduiraient à des représentations statistiques abstraites sur des grands nombres de sujets, alors que les recherches qualitatives se focaliseraient sur le sujet ancré dans sa réalité sociale. Alors là aussi, bon, alors ça c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Souvent dans les recherches quantitatives, nous nous concentrons sur un sujet statistique. On ne peut pas dire le contraire. Souvent, nous étudions des groupes de sujets et on fait des moyennes. Et donc du coup, le sujet de l'étude est un sujet statistique, abstrait. En ce sens, ils ont un peu raison. Des grands nombres de sujets, c'est pas vrai. Il y a plein d'études cognitives ou d'imagerie qui travaillent sur des petits nombres de sujets, en tout cas des nombres de sujets comparables au nombre de sujets qu'il y a dans les études qualitatives. Que les recherches qualitatives seraient focalisées sur le sujet. Alors, ça n'est quand même qu'à moitié vrai. C'est focalisé sur le sujet, sauf qu'eux aussi ont des groupes de sujets et qui font des analyses de contenu. Et l'analyse de contenu est quand même une propriété émergente du corpus. Alors, c'est pas statistique, mais c'est synthétique. Et donc entre statistique et synthétique, c'est quand même, bien sûr, on peut pas faire une synthèse. Quand on a des nombres, on peut faire. Quand on a des nombres, on peut faire une moyenne. C'est une certaine façon de faire une synthèse. Quand on fait une analyse qualitative, une analyse de contenu, on a une synthèse d'un corpus. Je trouve que c'est pas foncièrement différent. Alors les recherches quantitatives serait ancré sur la question de la reliability et de la généralisabilité, alors que les recherches qualitatives se focaliseraient sur une représentation riche et profonde du monde social. Alors là, encore une fois, quantitatif et reliability, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas sûr. Quantitatif et généralisabilité, alors là aussi, c'est le mythe de quelqu'un qui n'a pas fait c'est le fantasme de quelqu'un qui n'a pas fait de recherche quantitative. Une recherche quantitative ne peut pas du tout prétendre systématiquement à la généralisabilité, tout dépend de l'échantillonnage. Une étude d'imagerie cérébrale qui est faite sur des enfants autistes, ça n'est jamais généralisable parce qu'il suffit d'avoir vu des enfants autistes pour savoir que ceux qu'on peut mettre dans un appareil IRM ne sont pas ceux qu'on voit en consultation. Donc la généralisabilité des recherches quantitatives, ça se limite à des études épidémiologiques où on tire au sort un échantillon d'une population, et donc là c'est généralisable, hein, comme un sondage.
Alors la recherche qualitative, on voit représentation riche et profonde du sujet. Alors oui, d'accord, souvent c'est riche, mais c'est pas parce que c'est qualitatif, il n'y a pas que le qualitatif qui amène à la richesse. Et il y a encore l'histoire du monde social, et ça c'est quelque chose de très important pour les qualitativistes, c'est que on ne peut pas soustraire le sujet de son environnement social. Alors encore que, quand on regarde les recherches qualitatives des psychanalystes, ils s'en fichent un peu du monde social, hein, ils se concentrent vraiment sur le sujet. Donc c'est pas complètement vrai. D'ailleurs, le statut des recherches qualitatives psychanalytiques dans le monde des recherches qualitatives est un statut quand même un petit peu à part. Donc d'abord, c'est pas systématique, et puis en plus, il existe l'épidémiologie sociale, hein, c'est-à-dire on peut tout à fait chercher des facteurs de risque sociaux pour des pathologies en particulier mentales. Il y a plein de travaux là-dessus, et des travaux assez riches, hein, maintenant avec par exemple la géolocalisation, quand on fait des enquêtes, hein, on demande aux gens où ils habitent, et on a les coordonnées GPS de l'endroit où ils habitent, et on s'en sert comme variable explicative dans des modèles, et on peut typer en fonction des régions, même des quartiers des villes, des sous-quartiers des villes, on peut les typer en termes de profil socio-économique. Voilà, alors on voit dans cet article, qui est un article fondamental et qui a pignon sur rue, hein, on voit que l'auteur revendique une différence entre l'approche quantitative et l'approche qualitative, et que quand on regarde dans le détail, ben, ça ne va pas de soi. Alors ça, c'était un point de vue anglo-américain. J'ai trouvé un livre de Grignon, qui est un sociologue. Donc c'est un livre, en fait c'est un collectif, c'est le modèle et le récit. C'est écrit en français. Je crois l'édition, c'est Maison des sciences de l'homme. C'est un excellent livre, hein. C'est très simple à lire. Tous les chapitres sont d'une qualité inégale, mais le chapitre de ce monsieur Grignon est extraordinaire. Et pour lui, il y a un continuum entre ce qui est quantitatif et qualitatif. Et qu'il dit qu'il y a une tension permanente entre les récits et les modèles, entre le mythe et le logos. Et qui dit que même dans les articles de sociologie qualitative, il y a presque toujours 1 ou 2 pourcentages et 1 ou 2 diagrammes, vous savez, des schémas avec des flèches. Hein. Même quand on est un qualitativiste, on aime bien faire des petits dessins avec des flèches. Or, un petit dessin avec une flèche, c'est de la géométrie en fait. Hein. C'est pas des nombres, mais c'est formel déjà. Et puis, c'est difficile quand on est sociologue de ne pas utiliser de pourcentage. Et alors, donc il dit, de toute façon, la langue naturelle est nécessaire quand on fait de la recherche. Peut-être à 1 ou 2 exceptions près, sur lesquelles on reviendra, mais c'est quasiment indispensable. Pourquoi? Parce que pour créer, pour innover, on a besoin de se servir de sa langue. Ça fait sens. Que l'intuition se nourrit du pouvoir suggestif du langage. Ça aussi, c'est relativement vrai. Hein. Mais que la formalisation est nécessaire elle aussi, parce que la langue naturelle est inconsistante. Et donc, au début, dans une discipline, on utilise la langue parce qu'on peut créer, on a des intuitions, le corpus se développe très vite. Et puis, à force d'utiliser la langue sans arrêt, on raconte une chose et son contraire, hein, c'est la définition de l'inconsistance. Et donc après, qu'est-ce qui est le vrai? Ben, le vrai, c'est celui qui parle le plus fort, c'est des enjeux de pouvoir. Et c'est la rhétorique, c'est ça qu'il dit. Et que donc là, la formalisation devient nécessaire parce que c'est un juge de paix entre les écoles. Et là, dans le milieu psychanalytique, il y a des psychanalystes qui ont pignon sur rue, qui disent exactement ça, qu'aujourd'hui, dans le monde psychanalytique, les concepts qui émergent, c'est de la rhétorique ou des enjeux de pouvoir. Et pour pouvoir être accepté dans une école, il faut avoir écrit un livre avec un concept original. Donc voilà, on attend le concept, et une fois que l'on a accepté le concept, ça y est, on est reconnu. C'est un rituel, quoi. Mais qu'en fait, derrière, le plus souvent, il n'y a pas grand-chose. Et donc, Grignon, il oppose le qualitatif et le quantitatif en disant que c'est pour des raisons historiques, académiques, et puis il cite le fantasme d'un idéal de pureté de la science, qui est quelque chose de très vrai. C'est-à-dire, en fait, on fantasme tous sur une science qui serait immaculée, dégagée de la gangue de la langue naturelle. Alors que ça n'existe pas.
mais qu'on a envie d'y croire, quoi. Parce que comme ça, il y aurait une réalité qui, elle aussi, pourrait s'extraire de la gangue du langage naturel, quoi. Il y aurait une réalité qui serait aussi pure que le système symbolique qu'on utilise pour faire de la recherche avec. Alors, donc ça, c'était une petite revue d'éléments bibliographiques qui éclairent la dualité entre l'usage des nombres et des mots. Alors, pour aller plus loin, maintenant, je vous propose de réfléchir sur le statut de ce que c'est qu'un langage naturel, et puis sur le statut de ce qu'est un langage formel comme les mathématiques. En quoi ils sont différents les uns des autres. Alors, première question à propos des langues naturelles, sont-elles formelles ou pas? Ça, c'est un grand objet de débat dans la communauté des linguistes. Il y a des linguistes qui pensent que il y a derrière la langue, derrière les langues, il y aurait une syntaxe commune qui, en fait, serait le reflet d'une logique de l'esprit. C'est une position de Chomsky. Alors, il y a des éléments génétiques, structuralistes, tout ça, en faveur de ça. Et puis, il y a le contraire. Il y a des gens qui pensent que, fondamentalement, les langues naturelles ne sont pas formelles. Et que c'est justement leur non-formalisme qui fait leur richesse et qui fait leur existence. Alors avec par exemple la métaphore comme pouvoir sémantique d'une langue, pouvoir évolutif d'une langue, que la langue se modifie et s'enrichit à l'occasion de la création de nouvelles métaphores, et que la polysémie même est un élément incontournable de construction et de déconstruction des processus de langage. C'est que si le langage est un processus émergent d'une communauté d'êtres humains, en fait, la polysémie fait qu'à un moment donné, les gens peuvent décider collectivement de dire plutôt quelque chose à la place de quelque chose, et puis il y a un moment où il y a une ambiguïté, puisque c'est polysémique. Et donc la communauté a le droit de passer de l'un à l'autre sans que ça soit décidé avec un rituel où ça soit reconnu institutionnellement. On a le droit comme ça de flotter d'un sens à l'autre, et ça permet à la langue de bouger, de s'adapter à l'évolution d'une société. Qu'en fait, l'inconsistance de la langue serait un moyen de gérer la complexité du monde. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a des traducteurs qui disent ça. Je suis tombé sur une revue de traducteurs, une revue en langue anglaise, où ce sont des traducteurs qui écrivent des papiers, comme nous on écrit des papiers de psychiatrie. Et donc eux sont confrontés à cette question de la polysémie sans arrêt. Et il y a une traductrice qui explique ça très bien, comme elle se rend compte que chaque fois qu'il y a des difficultés pour traduire quelque chose, où en fait les mots veulent dire plusieurs choses, en réalité l'auteur l'a fait exprès le plus souvent. Et il se sert de cette polysémie pour faire passer un message. Alors il y a la question du sens, qui est une question importante dans les langues naturelles, et c'est une question qui est non résolue. Comment le sens, qu'est-ce que le sens derrière un langage? Et il y a quelque chose, moi, que j'aime bien là-dedans, c'est le sens, ça s'appelle le semantic holisme, c'est-à-dire le sens comme propriété émergente d'un langage. C'est parce que des mots sont synonymes, c'est-à-dire parce qu'on peut les substituer les uns aux autres, en pratique, qu'ils ont un sens commun derrière, et pas le contraire. C'est-à-dire ça n'est pas le sens commun qui crée les synonymes, c'est les synonymes qui créent le sens commun. C'est la proximité d'usage et de représentation des mots qui fait qu'on dit qu'ils ont un certain sens. Le sens ne préexiste pas au langage, le sens serait une propriété émergente du langage. Donc ça, c'est les langues naturelles, où on voit que même au XXIe siècle, il y a une tension. Hein. Alors à propos des maths, il y a aussi des tensions. Par exemple, il y a une tension sur la nature exacte des mathématiques. Il y a plein de théories, théories réalistes, platonicistes, empiricistes, logicistes, formalistes, théories emboîtées dans l'esprit. C'est quoi toutes ces théories? Donc il y a des gens par exemple qui pensent que les maths existent vraiment dans la nature. Que si la nature obéit à des lois aussi mathématiques, c'est qu'en fait les mathématiques existent vraiment, quoi. Il y a un statut de réalité. Platonicisme, c'est le fait que les mathématiques, c'est un idéal abstrait, mais qui existerait quand même. C'est-à-dire il existerait un univers abstrait, et dans cet univers abstrait idéal, il y aurait des entités mathématiques.
L'empiricisme, c'est que c'est purement pragmatique, hein, c'est-à-dire que les mathématiques, ça permet de faire avancer les choses. Le logicisme, c'est que les mathématiques sont un miroir de la logique et réciproquement. Le formalisme, c'est que, en fait, le mathématique, c'est juste un jeu avec des objets. C'est tout. Et puis, théorie emboîtée dans l'esprit, c'est que les mathématiques seraient le miroir du fonctionnement de l'esprit, comme le langage de Chomsky serait un miroir du fonctionnement de notre esprit. Et alors, on dit que, si on demande à des mathématiciens quelle est pour vous la nature des mathématiques, spontanément ils vont avoir une approche platoniciste. C'est-à-dire ils vont dire quand même il doit y avoir un monde idéal avec vraiment des objets mathématiques. Ça s'impose tellement à eux qu'ils ont envie de le dire. Et puis si on les pousse davantage, la plupart deviennent des formalistes, c'est-à-dire que finalement ils constatent, parce que ce sont des gens raisonnables en général, ils constatent que c'est avant tout un jeu de symboles. Et alors là, subjectivement, je suis complètement d'accord avec ça. C'est assez joli. Alors après se pose la question du sens, pareil en mathématiques. Ben, c'est une question ouverte. C'est qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y en a pas, puisque c'est un jeu formel avec des symboles. Donc du coup, ça serait sans signification. Hein, et que le vrai en mathématiques ne serait qu'une tautologie, c'est-à-dire une identité de forme. Dès qu'on a une identité de forme, c'est vrai. Et puis sinon, c'est faux. Voilà, et donc le sens n'a pas, la question du sens ne se pose pas en mathématiques. Et puis il y a des gens qui pensent quand même que si. Et ça vient du fait qu'il y a des invariants en mathématiques. C'est-à-dire on peut passer de la géométrie à l'algèbre, à l'analyse, et en fait on voit qu'il y a des identités de forme entre des concepts. Et il y a des gens qui disent que quand même, ces identités de forme, on peut y voir des éléments sémantiques. Vous voyez, comme propriété émergente aussi. Hein. Donc on voit quand même la similitude entre la langue naturelle et le formalisme des mathématiques. Hein. C'est un jeu symbolique, la question du statut réel du langage ou des mathématiques, le statut sémantique n'est pas clair. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la langue naturelle est inconsistante et que possiblement, elle se sert de cette inconsistance pour des choses dans la vie de tous les jours. Alors que naturellement, ça serait un drame pour les mathématiques. Mathématiques d'ailleurs à propos desquelles on a montré qu'on ne pourrait jamais montrer qu'ils sont consistants. C'est quelque chose de fascinant. Mais tout le monde pense qu'ils sont vraiment consistants. Hein. Là, pour le coup, tout mathématicien est sûr qu'on ne pourra jamais montrer une chose et son contraire. Voilà, c'est considéré comme impossible. Et d'ailleurs, comment il s'appelait ? C'était Riemann qui avait émis comme conjecture qu'on leur arriverait à le démontrer, qu'un jour on démontrerait la consistance des mathématiques, alors qu'on a démontré que c'était indécidable. Voilà, alors la troisième partie, c'est une proposition. C'est-à-dire, on a vu que la dichotomie qualitatif-quantitatif, donc certains l'étayent avec des arguments qui, pour la recherche en psychiatrie, ne vont pas de soi, que pour d'autres, il y a un continuum, ce qui, c'est vrai, résonne assez bien, hein, le fait qu'il y a un continuum, qu'en fait, tout qualitativiste se nourrit quand même un peu de nombre, et puis qu'une discipline qui serait purement formelle, ben, ça n'existe pas trop, c'est-à-dire tout scientifique, quand il écrit un papier, il l'écrit quand même en anglais ou en français. Alors on pourrait dire les mathématiciens, c'est vrai, mais c'est quand même un peu spécial comme discipline. À la limite, ce n'est pas une discipline scientifique, c'est une discipline formelle, quoi. C'est une discipline ludique, puisqu'on joue avec des symboles. La question de la réalité est vraiment complètement, n'existe plus. Mais on prend même un physicien, ils écrivent quand même en français, même s'il y a des équations, ils ont quand même un chapitre discussion où ils parlent de la nature, quoi. Donc il y a quand même toujours du langage. Et puis ils discutent justement, c'est-à-dire qu'il y a une prospective, ils émettent des hypothèses pour l'avenir et donc ils se servent du langage. Hein. Et puis en recherche en neurosciences ou en psychiatrie, c'est toujours comme ça. Hein. Donc alors, on pourrait dire, donc voilà, dichotomie, continuum, et moi ce que je vous propose c'est quelque chose de différent, c'est qu'il n'y a pas d'opposition, mais qu'on peut faire quand même une taxonomie de situations. C'est-à-dire qu'il y a certains types de situations où on a un recours à des choses formelles ou pas. Vous voyez, quand même, on peut dire que les ethnologues ou les anthropologues sont quand même des qualitativistes.
C'est avant tout de la recherche qualitative. Que les physiciens sont quand même avant tout des quantitativistes. Que les épidémiologistes sont quand même beaucoup des quantitativistes, puisqu'ils font des calculs sans arrêt, mais que ça n'a rien à voir avec la physique. Même si le physicien utilise autant de nombres que l'épidémiologiste, ça n'a rien à voir du tout. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le physicien décrit l'univers avec des nombres. Celui qui fait de l'épidémiologie psychiatrique ne décrit absolument pas les patients psychiatriques avec des nombres. Il s'en sert. Et c'est cette... je trouve ça terriblement injuste, pas injuste, mais insuffisant, de dire qu'il y a dans les deux cas une recherche quantitative. Vous voyez que la recherche quantitative en physique ou en épidémiologie psychiatrique, que c'est quantitatif. Donc de la même chose, quoi. En fait, moi j'ai vraiment l'impression qu'en termes épistémologiques, ça n'a rien à voir du tout. Et donc je vous propose de faire une taxonomie. Alors, taxonomie qui repose sur la base que tout travail scientifique, hein, science au sens très large, hein, c'est-à-dire au sens de faire attention à ce qu'on observe, et si possible de façon un peu reproductible. Il y a des observations. Sans observation, il n'y a rien de toute façon. Hein. Et puis, il y a rechercher des relations entre des observations. Ça n'a pas besoin d'être des relations numériques. Hein. Un psychanalyste cherche des relations entre des sujets, entre des observations. Un anthropologue pareil et tout ça. Donc, il y a des observations, des relations entre observations. Et que pour exprimer ces observations et ces relations, eh ben, il faut utiliser un langage, un système symbolique. Alors, regardons d'abord la représentation des observations. Il y a des observations que l'on va représenter globalement avec un système symbolique qui est les mathématiques. C'est-à-dire que tout l'ensemble des observations possibles est noyé est plongé dans l'univers des mathématiques. Et ça, c'est la physique. C'est-à-dire que le temps, l'espace, sont mis en bijection avec des nombres. Ce qui n'était pas complètement évident. Hein. D'associer au temps des nombres, par exemple, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Hein. En tout cas, les physiciens le font. Et donc l'univers des physiciens, c'est un univers de nombres. Alors ça, c'est une façon de faire les choses, mais on peut en considérer aussi une autre, c'est une représentation qui n'est que localement mathématique. C'est-à-dire qu'on a un univers en psychiatrie, donc avec des sujets pensants qui vont plus ou moins bien, et puis il y a des espèces de spots de lumière dans cet univers, et il n'y a que dans ces spots qu'il y a des nombres. Alors on a le QI, on a un score de dépression, on a des scores de personnalité, voilà. Et il n'y a absolument aucune idée de déployer l'ensemble du psychisme de l'être humain dans un univers numérique. Personne n'a ce fantasme. Personne n'a ce fantasme. C'est juste des espèces de représentations locales. Et puis, il y a une représentation d'observation qui reposerait uniquement sur le langage et éventuellement quelques schémas et quelques flèches. Et ça, c'est en psychiatrie, la psychanalyse aujourd'hui qui fonctionne comme ça. Donc des représentations, des observations qui peuvent se faire de façon globalement mathématisée, localement mathématisée ou pas mathématisée du tout. Et puis de la même façon, il y a trois façons de représenter les relations entre les observations. La première, c'est une approche fonctionnaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va mettre en évidence des relations entre les objets et que ces relations ont un pouvoir symbolique tel que finalement, au cours du temps, eh ben, elles se substituent à la réalité qu'elles sont censées représenter. Par exemple, si je vous demande comment s'attirent les corps pesants, vous allez me dire les corps pesants s'attirent proportionnellement à leur masse et inversement proportionnellement au carré de la distance qui les sépare. Voilà, c'est une loi. Et c'est faux, bien entendu. C'est faux, ça n'est qu'une approximation, donc c'est faux. Mais le statut social de cette loi, pourtant, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est devenu symboliquement tellement puissant que la communauté des êtres humains accepte de dire que c'est vrai.
Hein. La représentation symbolique de l'univers s'est substituée même à nos observations. Hein, parce qu'on peut faire des observations qui montrent que c'est pas vrai. Et ça, les gens, ça les surprend. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on trouve une observation qui est en désaccord avec les lois, les gens, plutôt que de penser que la loi est mauvaise, les gens pensent qu'il y a une anomalie dans l'observation. Il y a un exemple très amusant qui est arrivé lors d'un match de football, je crois que c'était en 97. C'était, je ne suis pas un spécialiste du football, Roberto Carlos, je crois que c'était, un match France-Brésil à Lyon. Et donc il tire un coup franc à 35 mètres, et le coup franc part de toute évidence à l'écart de la cage, et Fabien Barthez est dans le but, et tout d'un coup, la balle revient dans le but et rentre dans le but. Et donc le gardien regarde la balle, il est complètement sidéré, et tous les téléspectateurs qui ont regardé le match ont été sidérés de la trajectoire de la balle, et tout de suite les gens ont pensé c'est un sorcier. Voilà, c'est un sorcier, c'est-à-dire ça n'est pas normal, il s'est passé quelque chose de magique. Et il a fallu que des physiciens écrivent un papier dans Nature pour expliquer ce qui s'était passé. On voit là le statut de la science pour dire attention, les choses ne sont pas si simples, c'est que toutes les lois qu'on a, c'est pour des corps ponctuels, quoi. Et le ballon n'est pas un corps ponctuel, il tourne et en fait c'est très compliqué la trajectoire qu'il a. Donc on est tellement conditionné par le fait que la nature obéit à des lois simples que si jamais quelque chose n'obéit pas aux lois de la nature, alors ça n'est pas naturel, c'est magique. Alors qu'en réalité c'est tout le contraire, c'est le contraire. Donc ça c'est l'aspect fonctionnaliste des lois qu'il y a entre les objets et les observations. Et puis il y a des lois qui sont statistiques. Et en fait là ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est qu'une loi statistique, c'est si vous fumez, vous avez plus de risques d'avoir un infarctus du myocarde, pour ne pas dire le cancer du poumon. Voilà. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire du tout que quand on le sait bien, quelqu'un peut fumer 2 paquets par jour pendant 40 ans et n'avoir jamais absolument de moins de problème. Mais on sait qu'en gros, c'est vrai. Voilà. Donc là, la loi, en fait, est une synthèse d'informations. Elle peut être réfutée statistiquement. Elle permet d'appréhender la réalité, elle permet de faire de l'épidémiologie, elle permet de faire de la santé publique. J'allais dire, elle permet de parler avec le patient, et là c'est un vrai problème, justement. C'est que là, autant la loi symbolique, on peut en parler avec le patient, puisque socialement, la nature obéit comme ça. Alors que la loi statistique, c'est très difficile d'en parler avec un patient. C'est très classique en cancérologie, hein, quand on dit, vous avez 50 chances sur 100 de mourir d'ici 2 ans, c'est quelque chose qui n'a aucun sens en réalité. Donc il y a les lois fonctionnelles, les lois statistiques, et puis il y a les lois qui sont purement inductives. C'est-à-dire que j'observe, et bon là on retrouve la psychanalyse, hein, j'observe cliniquement des choses, et je vois 1, 2, 3, 4 cas singuliers très forts, et ça s'impose tellement à moi, que j'en induis que c'est une loi. Et on voit dans les textes de Freud que c'est systématiquement ça qu'il dit. Hein. Il dit, bon d'ailleurs on lui reproche, mais voilà, c'est de l'induction. C'est-à-dire il fait une très belle analyse d'un obsessionnel, hein, et il dit, et en fait tous les obsessionnels que j'ai vus fonctionnent de la même façon, alors que c'est faux, bien entendu. C'est pas possible que tous fonctionnent de la même façon. Par contre, en fait ce qu'il dit c'est que ce que j'observe là, en fait, je le retrouve au moins tellement souvent et presque partout, et c'est tellement prégnant en moi que je dis que c'est une loi. Voilà, c'est une induction. Et en fait, ça se partage pas si mal que ça. Hein. C'est-à-dire que les gens aussi, tiens, il dit ça, et tiens, si j'y réfléchis, ça c'est vrai, ça ressemble à ça. Et c'est une induction. Voilà. Alors on peut croiser tout ça. Vous voyez, on a 3 façons de représenter les observations, 3 façons de représenter les relations, ça fait un tableau à 9 cases. Alors on va regarder toutes les cases, alors il y a des cases où il n'y a rien en psychiatrie. Par exemple, un univers globalement mathématisé avec des lois fonctionnelles, bon alors vous voyez, tout est réglé, avec des nombres et tout, bon en psychiatrie ça n'existe pas. En physique, hein, ça existe, c'est la physique en général. Un univers globalement mathématisé avec des relations statistiques, alors en physique ça existe, c'est la thermodynamique.
statistique, qui est comme ça. En psychiatrie, on n'a rien comme ça. Un univers globalement mathématisé avec des lois inductives, en psychiatrie, ça existe. C'est les histoires de réseaux de neurones et d'attracteurs, où on peut décrire le fonctionnement psychique à partir d'attracteurs. On part d'un réseau de neurones, on montre que sa dynamique obéit à un système d'attracteurs, etc. Voilà, c'est une représentation globale mathématisée du fonctionnement psychique, mais qui est purement inductive, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de loi dedans, hein, c'est heuristique. C'est une façon de se représenter le fonctionnement psychique. Alors, il y a après des observations qui sont localement mathématisées avec une perspective fonctionnaliste. Ça, c'est la pharmacocinétique des psychotropes. Quand on dit, par exemple, la demi-vie de la fluoxétine, c'est 14 jours, ou un truc comme ça. Hein. Vous voyez, on dit, la demi-vie de la fluoxétine, c'est 14 jours. Et donc, il y a une loi fonctionnelle hein, qui est fausse, hein, puisque ça varie, ça change en fonction des gens, etc., des enzymes, enfin, c'est faux. Mais voilà, ça s'impose. C'est une règle pratique, c'est une demi-vie longue, voilà, et ça n'est que local, naturellement, c'est le tout petit bout de la lorgnette sur le sujet. Un univers localement mathématisé en termes d'observation, avec des relations qui sont statistiques, c'est beaucoup de choses. C'est toute l'épidémiologie, et c'est les sciences cognitives. Hein, c'est localement. Les sciences cognitives sont typiquement un univers qui est localement formel. Vous avez un temps de réaction, c'est numérique, mais ça mesure qu'un tout petit truc d'un sujet humain. Et il y a des relations statistiques en sciences cognitives. Alors quelque chose qui est localement mathématisé avec des relations qui sont issues de l'induction. Ben, c'est tous les protocoles ABAB des cognitivo-comportementalistes. C'est localement mathématisé, c'est-à-dire qu'ils ont leurs mesures de fonctionnement ou de symptômes, et puis ils prennent 2 ou 3 sujets. Et vous savez, ils font l'intervention, ils arrêtent l'intervention, ils font l'intervention, ils arrêtent l'intervention, ils font l'intervention, et ils voient que le sujet va bien, va mal, va bien, va mal, va bien, il va mal. On le fait 3 fois, et on dit, bah, regardez, voilà, ça marche. On peut faire des stats avec, hein, mais en général, on n'en faisait pas. Au début, là, de ces protocoles ABAB, on ne faisait pas de stats. On faisait A, B, et on montrait, ça marche pas, ça marche pas. On le fait 3 fois. Comme on voit qu'à chaque fois, ça fait pareil, bon, on dit, voilà, ça marche, quoi. Ça marche. Alors après, il y a des univers non mathématisés et pourtant avec une approche fonctionnaliste. Alors on peut parler de Lacan. C'est fonctionnaliste. Hein. Le graphe du désir de Lacan, c'est fonctionnaliste et c'est non mathématisé. On ne peut pas dire que Lacan, même si elle est un mathème, c'est quand même très métaphorique. Hein. Il n'y a pas vraiment de velléité de mathématisation. Mais il n'y a pas que ça. La neurobiologie est typiquement comme ça. La neurobiologie, c'est pas mathématisé du tout. Hein. C'est la sérotonine, c'est les récepteurs, c'est agoniste partiel, etc. Il n'y a pas de nombre. Enfin, après, on fait de la pharmacocinétique sur les récepteurs, mais c'est autre chose. Donc la neurobiologie, c'est des mots, hein. Et pourtant, c'est hyper fonctionnaliste. Alors, des observations qui sont non mathématisées et pourtant avec des statistiques. C'est les analyses textuelles. Hein, vous avez un corpus lexical, hein, c'est-à-dire vous interrogez un patient, vous le transcrivez, vous avez un corpus qui est purement qualitatif, donc c'est non mathématisé, et vous faites des statistiques avec des co-occurrences de mots. Et puis vous avez un univers non mathématisé et avec des relations qui sont purement inductives, ben, c'est la psychanalyse, l'anthropologie et tout ça. Voilà. Alors, j'en arrive à la fin à la discussion. Donc, que penser de cette histoire d'opposition qualitative-quantitative, que c'est un mythe? Que les deux approches sont nécessaires naturellement, qu'il n'existe rien de purement littéraire, que si vous faites quelque chose qui est purement littéraire, alors c'est un essai, quoi. C'est-à-dire que vous écrivez un point de vue, et c'est respectable, et on peut faire des essais, et il peut y avoir un avancement des connaissances avec des essais. Mais en soi, c'est pas scientifique. D'ailleurs, en ce sens, on peut dire que les textes de Freud sont des essais, et qu'en soi, ce qu'il écrivait n'était pas scientifique. Et d'ailleurs, je pense qu'il le revendiquait comme ça, puisqu'il disait « ça deviendra un jour scientifique ».
mais que lui c'était le précurseur, que d'abord lui, il avait à écrire tout ce qu'il voyait avec ses patients, et il avait tellement de choses à écrire qu'il ne pouvait pas prendre le temps de les réfuter avec l'expérience. Et puis il n'existe rien de purement formel, à part les mathématiques, et encore que, vous savez, hein, il y a eu une tentative avec Bourbaki de faire des mathématiques purement formelles, mais les mathématiciens font plus ça, parce que pour démontrer le théorème de Pythagore, il faudrait 500 pages. Donc voilà, matériellement c'est impossible, sauf qu'on le refait maintenant avec des ordinateurs. Et ça pose des questions épistémologiques terribles, c'est que donc les ordinateurs font des démonstrations automatiques complètement formelles, sauf qu'elle est inaccessible, c'est-à-dire elle n'est pas vérifiable, elle est tellement lourde la démonstration qu'on ne peut pas la vérifier. Et donc la question c'est, peut-on faire confiance à l'ordinateur quand il dit qu'il a fait une démonstration? Et donc au début les mathématiciens ont dit que non, c'est-à-dire qu'une démonstration par ordinateur n'était pas une démonstration. Et maintenant ils disent que oui. Parce que bon, finalement c'est un jeu avec des symboles et tout. Donc c'est rigolo de voir cette tension. Alors, à propos des langues naturelles, on a vu qu'il y a la puissance de la créativité des langues naturelles, liée plus ou moins à leur polysémie, que l'induction se nourrit de la langue naturelle. L'induction qui reste un mystère d'ailleurs. Hein. C'est que la déduction, c'est la logique, c'est le syllogisme d'Aristote et tout ça, c'est la logique, c'est-à-dire c'est la tautologie. Hein. Tout homme est mortel, Socrate est un homme, non Socrate est mortel. En fait, c'est évident. Si c'est vrai, c'est que c'est trivial. En fait, c'est vide de sens, quoi. Donc la déduction est vide de sens, l'induction est chargée de sens, mais qu'est-ce qu'une induction? C'est une espèce de généralisabilité qui sort d'une espèce de fulgurance du langage qui fait que les gens le partagent, quoi, hein, que le sens se génère comme ça, surgit d'une observation prototypique qui reste quelque chose d'assez mystérieux. Que la langue donc est indispensable du fait de sa polysémie, et j'ai trouvé un truc auquel j'avais jamais pas pensé, c'est que la langue orale est tout autant indispensable que la langue écrite dans ce domaine-là. Et ça, je trouve que dans les disciplines scientifiques, c'est un peu passé sous silence. Hein. On valorise beaucoup officiellement les articles écrits, hein, puisque d'ailleurs les chercheurs sont évalués au nombre d'impact factors dans leur revue à comité de lecture. Alors qu'une conférence ne compte pas. Une conférence ne compte pas, et pourtant, pour l'impact en termes de pouvoir dans la communauté des scientifiques, une conférence compte beaucoup. Là, il y a vraiment une espèce de dissociation entre ce que vivent les scientifiques et ce qu'ils disent de leur science. Et on privilégie la langue écrite au détriment de la langue orale. Et je pense que c'est une espèce d'acte manqué, hein. C'est que les scientifiques savent que la langue orale est indispensable à la communication scientifique, mais qu'ils se rendent compte qu'il y a du pathos dans les exposés scientifiques orales, il y a de l'éthos et tout ça, il y a de la rhétorique, et qu'ils savent que c'est pas très bien normalement, mais en fait c'est indispensable. Hein. Il y a même de la rhétorique dans un article écrit, hein. Ça va de soi. Hein. Mais ça c'est un tabou. Donc la langue orale, et je pense qu'avec Internet par exemple, il est possible hein, que la langue orale, parce que autrefois la communication des savoirs scientifiques se faisait que par des revues écrites, par des questions de technologie. Et comme maintenant c'est plus un problème du tout, il est possible que progressivement la communication orale puisse retrouver ses lettres de noblesse dans le monde scientifique. Alors bien sûr, la polysémie a ses limites, c'est que c'est la cacophonie, et que c'est le plus fort qui dit la vérité, et que ça marche pas. Que donc là, on a besoin de déduction, de formalisation pour mettre tout le monde d'accord à un moment donné. C'est-à-dire, on parle, voilà, il y a des points de vue divergents, et puis à un moment donné, on extrait un nœud à propos duquel on va discuter, et là, le nœud, on va le tester avec une manip formelle, quoi. Et là, on va trancher. Voilà. Alors, en ce qui concerne les maths, on a vu que c'était un pouvoir synthétique terrible. Une parcimonie diabolique, hein, qu'on voit en physique, hein, c'est-à-dire de pouvoir décrire les relations qu'entretiennent tous les corps pesants à partir d'une petite formule qui tient une ligne. C'est quelque chose de fabuleux, hein, c'est quelque chose de fabuleux et qui fait que ça s'impose à nous. Voilà. Ça s'impose même presque trop à nous. Alors, il y a des méthodologies qui tendent
à intégrer des approches quantitatives et qualitatives. C'est une thématique émergente. Il y a une revue qui n'est pas très vieille, qui s'intéresse à ça. Mais qu'il faut bien constater qu'en général, c'est assez naïf. C'est-à-dire qu'on a du mal à le faire en pratique. En pratique, c'est assez clivé. Vous avez une étude avec du quantitatif, et puis dedans, on va faire quelques entretiens avec des sujets, on va faire une analyse de contenu, et dans le meilleur des cas, on va faire un papier avec les deux, dans le pire des cas, on fera 2 papiers. Donc dans le meilleur des cas, on va mettre les deux, et dans la discussion, on va mettre l'un en rapport avec l'autre. Mais c'est quand même fondamentalement clivé, quoi. Sauf qu'au moins, on essaie de faire que les deux arrivent dans le même travail. Mais bon, moi je trouve ça pas terrible. Alors après, quand on regarde plus dans le détail, il y a des espèces de symptômes dans la science classique, hein, où on s'approche du qualitatif. C'est par exemple le modèle biopsychosocial en psychiatrie. Quand on dit modèle biopsychosocial, en fait on ne dit rien. Hein, on ne dit rien puisqu'on dit que tout est dans tout. Donc ça n'a aucune valeur formelle, ça n'a qu'une valeur métaphorique, c'est-à-dire qu'on dit ça pour dire que personne n'est l'ennemi de tout le monde, enfin personne n'est l'ennemi de personne, que voilà, que tout le monde est important, que la société, les sociologues sont importants, que les psychologues sont importants, que les biologistes sont importants, et que tout le monde s'aime et qu'on va arriver tous ensemble à faire quelque chose. Voilà, il y a un enjeu politique. Et l'interaction gène-environnement aussi, qui en fait ne veut rien dire. Puisque, par définition, l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas un gène. Hein, puisque la méthylation de l'ADN, c'est de l'environnement. Et donc on voit que quand on dit interaction gène-environnement, ça n'a aucune valeur scientifique. On dit juste que on dit aussi que tout est dans tout. Mais le contenu métaphorique est important. Quand on dit ça, on dit il y a les gènes, donc c'est-à-dire la science de la génétique, ces gens savants et tout ça, et qu'il y a tous les autres qui s'intéressent à l'environnement, les assistantes sociales, les psychiatres, les sociologues, les économistes et tout ça. Voilà. Donc ce sont 2 statuts sociaux différents, mais qui interagissent ensemble, et comme il y a une interaction, c'est-à-dire qu'il y a une synergie entre les deux. Donc là, c'est mieux. Non seulement tout le monde peut travailler avec tout le monde, mais on a intérêt à travailler ensemble parce que ça va faire mieux. Donc voilà, donc ça c'est un premier symptôme du fait qu'on voit que les approches purement qualitatives se nourrissent aussi hein, de concepts qui en fait relèvent d'une approche complètement qualitative. Alors quelles sont les pistes en pratique pour vraiment faire des recherches qui seraient un peu mixtes? Moi je pense, il faut commencer, et ça les gens qui font de la recherche qualitative le font très bien, c'est préciser, expliciter le cadre épistémologique dans lequel on se place. Alors ça c'est vrai qu'ils sont très forts. Hein. Quelqu'un qui fait de la recherche qualitative, quand il commence à faire sa recherche, il dit voilà, je me place dans le cadre des post-colonial studies, c'est-à-dire que je considère que les sujets de race noire ont interagi avec les sujets de race blanche autrefois et que voilà, et que ça laisse des stigmates maintenant, et donc quand nous communiquons, donc ils ont un corpus de connaissances extrêmement riche là-dessus, et je me place là-dedans, c'est-à-dire j'ai une vision de la société qui est écrite à partir de ce corpus. Et maintenant que j'ai dit ça, alors je vais travailler là-dedans, etc. C'est-à-dire ils posent d'emblée leur grille de lecture. Et ça, cet effort intellectuel qu'ils ont est remarquable. Alors, même excessif. C'est-à-dire, à la fin, on a envie de dire, il n'y a quand même pas que les noirs et les blancs et tout ça. Enfin, il y a dans la vie, ou les études, les féministes, enfin, les gender studies, il n'y a quand même pas que les oppositions de genre et tout ça. C'est qu'ils voient tellement la réalité à la lumière de leur grille de lecture qu'à la fin, ils en sont un peu enfermés dedans. C'est un effet secondaire. Mais au moins, ils posent leur cadre. Alors que le côté complètement opposé, c'est, nous, ce qu'on fait, hein, en épidémiologie psychiatrique ou en neurosciences, on ne fait jamais ça. Un neuroscientifique ne précise jamais son objet d'étude. Hein. Il y a toujours une ambiguïté entre est-ce qu'il s'intéresse au cerveau ou est-ce qu'il s'intéresse au sujet pensant. Donc quand vous regardez le matériel et méthode, s'il fait de l'imagerie, normalement il s'intéresse au cerveau. Et quand vous regardez la discussion, les interprétations se font à propos du sujet pensant.
il y a chaque fois un glissement d'univers de représentation qui est très gênant, hein, et qui est un crime pour les qualitativistes. Hein. C'est-à-dire quand ils voient ça, ils le voient comme le nez au milieu de la figure en disant c'est n'importe quoi. Et ils ont raison, c'est n'importe quoi. Ils ont raison. Et en épidémiologie psychiatrique, on est un peu comme ça, hein. On ne spécifie pas assez, quand on évalue un adolescent avec un questionnaire, que fait-on? Voilà. Alors est-ce que c'est le sujet parlant? Sujet de l'énonciation. Voilà, il a rempli un questionnaire, il dit que ça sur lui. Peut-être que c'est ça, mais parfois on croise les avis avec d'autres avis. Alors quand on croise les avis, le résultat de la mesure qui est croisé, hein, quand on demande l'avis aux parents, par exemple sur l'adolescent, quand on demande l'avis à l'adolescent, et qu'on fait des variables qui sont issues des deux, quel est le statut de la mesure, quoi? Que cette mesure mesure quoi? Quelle est l'entité derrière cette mesure? C'est pas simple, hein? Et on devrait avoir une réflexion là-dessus. Alors, le statut de la réalité. Oh, c'est un tabou absolu. On n'a pas le droit de dire aujourd'hui, on n'a pas le droit, enfin, si jamais un épidémiologiste, dans l'introduction de son article, se met à discuter de ce que c'est que la réalité, on va penser qu'il fait une bouffée délirante aiguë. Hein. Alors que c'est une vraie question. Hein. Voilà, je pose une question à un adolescent, donc non seulement je me demande qu'est-ce que je mesure, mais en plus, quelle est la réalité de l'adolescent pensant? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Jusqu'où peut-on aller? Cette question, c'est quand même, si on met vraiment les choses à plat, si on veut avoir des interprétations un petit peu lucides à la fin, comment être lucide sans avoir posé cette question de la réalité d'abord, hein. Et là aussi, les qualitativistes sont forts, hein, sont plus forts que nous. Hein. Alors, dans la discussion, expliciter chaque fois dans quel champ se situe chaque résultat. Parce que vous pouvez lire les discussions d'un article scientifique, vous avez des mélanges de résultats statistiques, de points de vue personnels, d'observations cliniques, d'induction. Vous voyez, tout est mélangé. Et à la fin, on ne sait pas trop, du coup, quel est le statut de l'ensemble. Donc on aurait à gagner à dire, voilà, mon article, les faits me disent ça, mon expérience clinique me dit ça, mon impression me fait dire ça, et etc. Voilà, pour qu'on sache vraiment qu'est-ce qui relève de ça. Voilà, ben écoutez, je serais ravi d'avoir vos points de vue maintenant pour pouvoir en discuter.